22 juin 1941, quartier général du Führer, Berghof, Bavière. Le vent du matin fouettait les pins sombres qui entouraient le complexe, portant avec lui l'odeur humide de la terre bavaroise. À l'intérieur du bunker renforcé, l'air était lourd, chargé de fumée de cigares et de tensions palpables. Adolf Hitler, assis à une table massive couverte de cartes jaunies et de rapports codés, fixait d'un œil fiévreux les lignes tracées à la main sur la carte de l'Europe de l'Est. Ses doigts tremblants, marqués par des années de discours enflammés, pianotaient nerveusement sur le bois poli. Autour de lui, un cercle d'officiers de la Wehrmacht, figés comme des statues, attendait. Le maréchal Wilhelm Keitel, chef d'état-major de l'OKW, ajustait sa casquette, son visage pâle luisant sous la lumière crue des lampes. À ses côtés, le général Alfred Jodl, avec son monocle impassible, murmurait des mises à jour sur les mouvements de troupes. Dehors, le ronronnement distant des moteurs Mercedes des officiers se mêlait au crachotement d'un poste radio branché sur les fréquences de la Luftwaffe. Les divisions Panzer sont en position le long de la frontière, annonça un aide de camp, sa voix tendue comme un fil prêt à rompre. Hitler leva les yeux, ses pupilles dilatées par l'excitation et la fatigue. « Barbarossa » souffla-t-il, comme si prononcer le nom de l'opération invoquait déjà les fantômes des conquêtes passées. C'était le jour J, l'aube d'une invasion qui devait briser l'ours soviétique en un été fulgurant. Mais dans l'air flottait une ombre, un doute que personne n'osait formuler. Imaginez-vous là, au cœur de cette pièce étouffante, sentant la sueur froide couler le long de votre nuque, tandis que le Führer se lève, son uniforme kaki froissé par une nuit sans sommeil. Il arpente la salle, pointant du doigt les fleuves Dniepr et Dvinia sur la carte. Staline est faible, son armée est un colosse aux pieds d'argile, déclare-t-il d'une voix rauque, entrecoupée de quintes de toux. Keitel hoche la tête, mais ses yeux trahissent une hésitation fugace. Les rapports d'intelligence, ces whispers venus des espions d'Otto Skorzeny et du réseau Abwehr, parlaient d'une armée rouge massive. Plus de 5 millions d'hommes, des milliers de T-34 blindés et une logistique tendue sur des milliers de kilomètres. Pourtant, Hitler balaye les objections d'un geste. Nous frapperons comme la foudre, El Blitzkrieg, les panzers de Guderian et de Hoth balayeront tout. À l'extérieur, sur les plaines de Pologne orientale, les soldats de la 18e armée attendaient dans l'obscurité, leurs bottes enfoncées dans la boue printanière. Le caporal Hans Müller, un Berlinois de 22 ans, serrait son carabineur 98K contre sa poitrine, le métal froid mordant sa peau à travers le tissu usé de sa tunique Feldgrau. Le vent portait des bribes de chants populaires étouffés par les ordres chuchotés des sous-officiers. « Halte! Pas un bruit !» grogna le sergent Becker, son visage buriné par les campagnes de France. Au loin, les silhouettes massives des Panzer IV ronronnaient, leurs chenilles crissant sur le gravier. Müller jetait des regards nerveux vers l'est, où la ligne Molotov, cette barrière de béton et de fils de fer barbelés, se dressait comme un mur invisible. Il pensait à sa fiancée à Munich, à la lettre qu'il n'avait pas envoyée. Le silence était oppressant, brisé seulement par le cri d'un hibou et le tic-tac des montres synchronisées à 3 heures du matin. De retour au Berghof, Hitler signa l'ordre final d'un trait rageur. Opération Barbarossa est lancée. Que le Reich vive 1000 ans. Les officiers saluèrent, Hills claquant sur le sol de pierre. Mais dans les couloirs adjacents, le général Franz Halder, chef d'état-major de l'armée de terre, échangea un regard sombre avec Jodl. Les calculs étaient fous. 3 millions d'hommes allemands contre une URSS infinie, des lignes d'approvisionnement qui s'étiraient comme des veines fragiles sur 1600 kilomètres. Les stocks de carburant pour les Messerschmitt Bf 109 et les Junkers Ju 87 Stuka étaient limités. Les camions Opel Blitz peinaient déjà sur les routes polonaises. Et l'hiver russe? Personne n'en parlait, mais Halder avait lu les archives de Napoléon. Une erreur fatale se profilait, née de l'arrogance d'un homme qui se prenait pour un dieu de la guerre. Les premières lueurs de l'aube teintaient l'horizon quand les canons d'artillerie Krupp tonnèrent, leurs obus sifflant vers les positions soviétiques. À Bialystok,
les divisions d'infanterie de l'armée groupe Centre, sous le commandement du Feldmaréchal Fedor von Bock, franchirent la frontière dans un chaos de poussière et de cris. Les soldats couraient, fusils à l'épaule, évitant les balles traçantes des mitrailleuses MG-34. Müller trébucha sur un corps, un éclaireur polonais oublié, et vomit dans la boue, le cœur battant la chamade. « Avancez, pour le Führer !» hurla Becker, tirant au jugé sur les ombres mouvantes. Les T-34 soviétiques, ces monstres trapus au canon de 76 mm, surgirent des bois comme des démons, leurs tourelles pivotant avec une précision mortelle. Un Panzer III explosa à proximité, envoyant des éclats de métal dans l'air chargé de poudre. Au quartier général, les rapports affluaient par téléscripteurs. Progrès rapide, résistance faible. Hitler sourit, tapotant la carte. Mais sous la surface, les fissures apparaissaient. Staline, dans son datcha de Kuntsevo, avait ignoré les avertissements de ses espions, Richard Sorge en tête. L'armée rouge était prise au dépourvu, ses officiers purgés par les grandes purges de 1937, encore absents. Pourtant, la profondeur stratégique de l'URSS, cette défense en profondeur prônée par le maréchal Georgi Zhukov, allait bientôt se révéler. Les Allemands avançaient, mais chaque kilomètre coûtait du sang. Des milliers de blessés évacués par les ambulances Kübelwagen, des munitions qui s'épuisaient. Tandis que le soleil montait, illuminant les champs de blé piétinés, Müller et ses camarades atteignirent les faubourgs de Brest-Litovsk. La forteresse, un reliquat tsariste, crachait des flammes depuis ses bunkers. Les obus de 88 mm et des Flak 36 la pilonnaient, mais les défenseurs tenaient de bon, leur PPSH 41 crachotant une grêle de balles. Un obus frappa près de Müller, le projetant au sol, les oreilles sifflantes. Dans le silence qui suivit, il entendit les gémissements de Becker, une jambe arrachée. La guerre venait de commencer et avec elle, l'erreur qui allait engloutir 40 000 âmes du Reich dans un tourbillon de boue et de feu. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Mais alors que les panzers roulaient vers Minsk, une question planait. Combien de temps avant que l'hiver ne gèle cette folie dans le sang? La poussée vers Minsk, triomphes éphémères et 1er d'août. Juillet 1941, plaine boueuse de Biélorussie à l'est de Bialystok. Le grondement des moteurs diesel des Panzer III et IV faisait vibrer la terre imprégnée de pluie récente, transformant les routes en un bourbier gluant qui engluait les roues des camions Opel Blitz. Le caporal Hans Müller, encore marqué par l'assaut de Brest-Litovsk, rampait aux côtés de son peloton de la 7e division d'infanterie Panzer, sous un ciel plombé où les nuages bas promettaient une averse imminente. L'odeur âcre de la poudre et du fuel se mêlait à celle de la terre remuée, tandis que des corbeaux croassants planaient au-dessus des carcasses fumantes de camions soviétiques abandonnés. Avancés vers Mine, les bolcheviks fuient comme des lapins, aboyait le sergent Becker, sa jambe bandée saignant à travers le tissu improvisé, soutenu par un jeune recrue qui trébuchait sous son poids. Imaginez-vous là, au milieu de ce chaos, le cœur cognant comme un tambour de guerre, sentant la boue s'infiltrer dans vos bottes et coller à votre peau, tandis que les premiers rayons de soleil percent les nuages, illuminant les épis de blé piétinés. L'armée groupe Centre, commandé par le Feldmaréchal Fedor von Bock, filait à une vitesse folle, 50 km par jour, un raz-de-marée de fer et de feu. Les divisions motorisées de Guderian, avec leurs Halftracks CDK-FZ, 251 bondés de grenadiers, contournaient les poches de résistance, isolant les unités soviétiques dans des chausses-trappes mortelles. À Minsk, la capitale biélorusse, les T-34 surgissaient des ruelles bordées de maisons en bois, leurs canons de 76 mm crachant des flammes oranges qui fauchaient les fantassins allemands comme de la paille. Au quartier général de l'OKH, à Prusse orientale, les cartes se couvraient de flèches rouges victorieuses. Le général Heinz Guderian, le maître de la Blitzkrieg, arpentait la tente sous une lumière vacillante de lampes à huile, son visage anguleux tendu par l'excitation.
Mes panzers ont encerclé 3 armées entières, 300 000 prisonniers, des milliers de camions KV-1 capturés intacts, rapportait-il par radio au général Franz Halder, dont la voix crachotait à travers les parasites. Halder, assis à une table encombrée de télégrammes, hochait la tête, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Les lignes d'approvisionnement s'étiraient déjà sur 400 kilomètres. Le carburant pour les BMW R75 des messagers peinait à suivre, et les chevaux de trait, réquisitionnés en Pologne, crevaient d'épuisement sous les charges de munitions pour les PAK 36 anti-chars. Dehors, le vent froid du nord-est balayait les plaines, portant les échos lointains des explosions. Müller et son unité atteignirent les faubourgs de Minsk au crépuscule du 9 juillet, le soleil couchant teignant le ciel en rouge sang. Les rues étaient un labyrinthe de barricades improvisées, sacs de sable empilés, rails de chemin de fer tordus et des Maxim MG soviétiques nichés dans les fenêtres des immeubles en ruine. « Feu à volonté !» ordonna Becker, tirant une rafale de son MP40 qui ricochait sur les murs de briques. Un obus de mortier Katyusha s'abattit à proximité, soulevant un geyser de terre et d'éclats qui cribla le bras de Müller d'une douleur lancinante. Il hurla, serrant les dents, tandis que ses camarades ripostaient avec les MG-34, leurs canons surchauffés fumant comme des dragons. Dans les cieux, les Messerschmitt Bf-109 de la Luftwaffe dominaient, leurs moteurs Merlin hurlant en piqué pour mitrailler les colonnes ennemies. Le major Werner Mölders, as de l'aviation avec déjà 68 victoires, survolait le champ de bataille, son regard perçant scrutant les formations de yaqins soviétiques qui tentaient une contre-attaque désespérée. Objectif prioritaire, les dépôts de carburant à l'est de la ville, crachotait la radio dans le cockpit exigu, imprégné d'odeurs de sueur et de métal chauffé. En bas, les Stukaju 87 plongeaient en sirènes hurlantes, larguant leurs bombes de 500 kilos qui transformaient les positions russes en cratères fumants. Mais les pilotes soviétiques, entraînés dans l'ombre des purges, ripostaient avec une férocité inattendue, abattant 2 Bf-109 dans une gerbe de flammes. Hitler, de retour au Wolfschanz en Prusse orientale, recevait les dépêches avec un sourire carnassier. « Voyez, messieurs, l'armée rouge s'effondre. Smolensk sera à nous d'ici 2 semaines, lança-t-il à Keitel et Jodl lors d'une conférence nocturne, l'air empli de la fumée de ses cigarettes favorites. Les officiers applaudirent mollement. Mais Halder, en aparté, murmura à Brochitch « Les chiffres sont trompeurs. Nous avons perdu 150 000 hommes en 1 mois, et les hôpitaux de campagne débordent de cas de typhus. Sans compter les villages biélorusses qui nous haïssent déjà, leurs partisans sabotent nos rails avec des explosifs artisanaux. » Hitler balaya l'objection. « La victoire est proche. Divisons les forces. Hoth vers le nord pour Leningrad, Guderian vers le sud pour Kiev. Moscou attendra. » Cette décision, murmurée dans les couloirs sombres du bunker, était le germe de l'erreur. Au lieu de concentrer l'armée groupe centre sur la capitale soviétique, Hitler ordonna une dispersion. Le groupe sud de Rundstedt devait capturer l'Ukraine, riche en blé et en pétrole de Bakou, tandis que le groupe nord de Lib visait Leningrad. Guderian protesta par télégramme, « Mes divisions sont épuisées. L'assaut direct sur Moscou pourrait briser Staline avant l'hiver. » Mais le Führer, obsédé par les ressources, ignora l'avertissement. Imaginez-vous dans cette salle aux murs tapissés de cartes, sentant la tension monter comme une tempête, les généraux échangeant des regards lourds de présages funestes. Sur le terrain, la bataille de Smolensk éclata le 10 juillet, un enfer de feu et de fer. Les panzers de la 20e division motorisée percutèrent les lignes du général Semyon Timochenko, dont les divisions s'accrochaient avec une ténacité forgée dans les steppes infinies. Müller, promu à contre-cœur caporal après la mort de Becker, une balle de sniper l'avait fauché lors d'une patrouille, menait maintenant un petit détachement vers un pont sur le Dniepr. Les balles sifflaient, ricochant sur les tôles des Halftrack, et l'air vibrait du vrombissement des IL-2 Sturmovik soviétiques qui pilonnaient les colonnes allemandes.
Un char KV-2, ce géant blindé de 52 tonnes, bloqua la route, son canon de 150 mm tonnant comme un dieu courroucé. Les PAC 40 peinaient à percer son armure. Il fallut un assaut suicidaire des grenadiers, grenades à la main, pour le faire sauter dans une explosion qui illumina la nuit. Les Allemands prirent Smolensk après 10 jours de combats acharnés, encerclant 300 000 soviétiques dans une poche massive. Les prisonniers, hagards et affamés, défilaient sous les yeux des vainqueurs, leurs uniformes kaki tachés de boue. Mais le coup était effroyable. 40 000 blessés ou morts pour le Reich en cette seule bataille, des colonnes de Kübelwagen évacuant les mutilés vers l'arrière où les chirurgiens opéraient à la lueur des lanternes. Müller, le bras en écharpe, fixait l'horizon oriental où les tours de Moscou scintillaient comme un mirage. « On y est presque », murmura-t-il à un camarade, mais dans son cœur un doute s'insinuait, et si l'ours se réveillait, tandis que les canons se taisaient et que la poussière retombait, une rumeur circulait parmi les officiers. Staline avait nommé Zhukov coordinateur suprême. Les renforts sibériens affluaient, et l'hiver, ce fantôme impitoyable, approchait à grands pas. La décision d'Hitler d'éparpiller ses armées venait de semer les graines d'un désastre qui allait saigner le Reich blanc. La dispersion des forces. Kiev. Le piège fatal. Août 1941. Steppe ukrainienne. À l'est de Smolensk, sous un ciel doux, étouffant. La chaleur moite des plaines s'accrochait à la peau comme une seconde tunique, imprégnée de sueur et de l'odeur âcre du gasoil brûlé. Le caporal Hans Müller, le bras encore raidi par une écharpe souillée de boue séchée, chevauchait à l'arrière d'un Halftrack SD KFZ 251 qui brinque-ballait sur les routes défoncées, ses chenilles soulevant des nuages de poussière ocre qui irritaient les yeux et les poumons. Autour de lui, les grenadiers de la 7e division Panzer, épuisés par les marches forcées, mâchonnaient des rations froides de pain noir et de saucisses en conserve, leurs visages burinés par le soleil impitoyable. Le sergent Nowak, un Prussien trapu qui avait remplacé Becker, crachait par terre, son MP-40 pendant mollement à son côté. « Les ordres du Führer, on vire au sud. Kiev nous attend avec ses champs de blé et ses puits de pétrole, » grogna-t-il, jetant un regard sombre vers l'horizon où les tours de la ville se dessinaient comme un mirage flou. Imaginez-vous là, secoué par les chaos du véhicule, sentant la vibration des moteurs diesel résonner dans vos os, tandis que le vent chaud porte les échos lointains des explosions, ces salves sporadiques des batteries d'artillerie soviétiques qui testaient les lignes allemandes. L'armée groupe centre, jadis un point serré visant Moscou, se scindait maintenant en 2 branches affaiblies. Le nord, sous Hoth, filait vers Leningrad avec une avidité vorace, tandis que Guderian, le général fantôme de la Blitzkrieg, obliquait vers le sud pour rejoindre Rundstedt dans l'Ukraine fertile. Cette décision d'Hitler, née d'une obsession pour les ressources, le blé du Dniepr, le pétrole du Caucase, avait transformé une avancée fulgurante en un étau qui serrait le Reich. Au quartier général du groupe Sud, à Uman, le feldmaréchal Gerd von Rundstedt, avec sa moustache blanche et son œil perçant, étudiait les cartes sous la lueur d'une lampe à acétylène, son aide de camp versant du café amer dans des tasses ébréchées. Walter von Reichenau et son 6e armée sont en position, mais les lignes s'étirent comme un élastique trop tendu, murmura-t-il à son chef d'état-major, le général Friedrich Paulus, dont le visage pâle trahissait les nuits blanches passées à recalculer les stocks de carburant. Dehors, les plaines ondulaient sous la brise, parsemées de villages ukrainiens aux isbabas, où les paysans observaient le passage des colonnes avec un mélange de peur et de haine contenue. Les partisans, ces ombres furtives, armés de fusils Mosin-Nagant volés, sabotaient les rails avec des charges de dynamite artisanale, forçant les trains de munitions à s'arrêter dans des embuscades nocturnes. Müller, posté à une intersection poussiéreuse, scrutait les champs de tournesol géants qui masquaient potentiellement des nids de mitrailleuses. Un camion ZS-5 soviétique abandonné gisait sur le bas-côté, son capot éventré révélant un moteur fumant. « Restez vigilants !»
Les rouges se terdent comme des rats, avertit Nowak, chargeant son MG-34 avec un cliquetis métallique. Soudain, un sifflement perçant déchira l'air. Un obus de Katyusha s'abattit à 100 mètres, soulevant un mur de terre et d'éclats qui cribla le half-track d'impact sourd. Muller plongea au sol, le cœur battant, sentant la terre chaude collée à sa joue, tandis que les cris de ses camarades emplissaient l'air. Au Wolfschanz, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale, l'atmosphère était électrique, chargée de la fumée âcre des cigares cubains et du bourdonnement incessant des téléscripteurs. Le Führer, vêtu d'un pantalon ample et d'une chemise blanche tachée de sueur, arpentait la salle de conférence, pointant un bâton sur la carte géante de l'URSS. Kiev tombera et avec elle, l'Ukraine, envoyait la première armée panzer de Kleist pour envelopper les flancs. Guderian complétera l'encerclement depuis le nord, ordonna-t-il d'une voix vibrante, ses yeux brillants d'une ferveur messianique. À ses côtés, le maréchal Wilhelm Keitel hochait la tête comme un automate, mais le général Alfred Jodl, son monocle glissant sur son nez, échangea un regard inquiet avec Franz Halder. « Mon Führer, cela affaiblit le centre. Moscou est à portée de main. Un assaut concentré pourrait. » Hasarda Halder, sa voix se brisant sous le poids du regard d'Hitler. « Non, les ressources d'abord. Staline saignera à blanc dans ses steppes. » La décision était scellée. 600 000 hommes du groupe Sud contre les armées de Mikhail Kirponos, un maréchal aguerri dont les divisions s'accrochaient aux rives du Dniepr comme des tiques. Sur le front, la bataille pour Kiev s'embrasa le 20 août, un tourbillon de feu et de fer qui transforma les champs en un paysage lunaire. Les Panzer IV de la 13e division blindée, commandés par le colonel Trogot Herr, percutèrent les lignes soviétiques près de Fastov, leurs canons de 75 mm crachant des obus qui faisaient exploser les T-34 en boules de feu orange. Müller, intégré à un bataillon d'infanterie de soutien, avançait à pied le long d'un fossé asséché, son carabineur 98K près, l'air vibrant du vrombissement des Ju-87 Stuka qui piquaient en hurlant leurs sirènes terrifiantes. « Couvrez-moi !» cria-t-il à un mitrailleur, tandis qu'une salve de mortiers PM-41 soviétiques labourait le sol, projetant des gerbes de terre qui aveuglaient et étouffaient. Un camarade à ses côtés s'effondra, une jambe sectionnée nette, gémissant dans une mare de sang qui attirait déjà les mouches. L'odeur métallique du sang se mêlait à celle de la cordite, et Müller vomit bile et peur, rampant pour atteindre un abri de fortune fait de balles de foin. Dans les cieux, la Luftwaffe luttait pour la suprématie. Les Focke-Wulf FV-590, fraîchement déployés, engageaient les Il-2 Sturmovik en dogfight furieux, leurs mitrailleuses de 20 millilitres zébrant le ciel de traînées de plomb. Le lieutenant Hans-Joachim Marseille, avec ses 50 victoires à son actif, abattait un Yak-9 d'une rafale précise, sentant le J-Force presser son corps contre le siège tandis que le vent hurlait dans la verrière fissurée. En bas, les Soviétiques contre-attaquaient avec une férocité désespérée. Les divisions de cavalerie de Pavel Rybalko, montées sur des chevaux cosaques, chargeaient les flancs allemands, sabres au clair, semant la panique parmi les fantassins. Rundstedt, depuis son PC mobile dans un camion Mercedes, reçut le rapport par radio. L'encerclement se resserre. 200 000 prisonniers potentiels dans la poche de Kiev. Mais les pertes montaient en flèche. Les mines anti-chars TM-38 semaient la mort parmi les chenilles des panzers et les PPSH-41 des sous-officiers russes fauchèrent les avances à la baïonnette. Hitler exultait au Wolfschanz toquant du poing sur la table. Une victoire décisive. 40 000 de nos hommes pour 600 000 des leurs. Un échange rentable. Pourtant, dans les coulisses, Paulus murmurait à Halder « Nos divisions sont exsangues. Les ambulances Kübelwagen reviennent chargées de typhus et de gangrène. Les chevaux meurent par milliers. » Guderian, furieux, envoya un télégramme incendiaire. « Rappelez mes panzers au centre. Kiev nous coûte notre chance à Moscou. » Ignoré, il obéit. Ses blindés s'enlisant dans la boue ukrainienne. La poche se referma le 26 septembre, près de Kiev. 1 million de Soviétiques encerclés, mais à quel prix?
Les combats dans les villages en ruine, comme à Bila-Tserkva, virent des massacres. Müller, survivant d'une embuscade où un KV-1 avait fauché son peloton, rampait parmi les corps, le visage barbouillé de sang et de larmes. Les canons de 90 luttes des Flak 36 tonnaient sans relâche, mais les contre-attaques de Zhukov, avec ses renforts frais de l'Est, mordaient les lignes allemandes. 40 000 soldats du Reich gisaient dans ces steppes, leurs uniformes feldgros tachés de boue et de vie, évacués par des convois qui peinaient sous les pluies d'automne naissantes, tandis que la poussière retombait sur les ruines de Kiev. Müller leva les yeux vers l'ouest, où les nouvelles de Leningrad et de Moscou filtraient par radio. L'hiver approchait, et avec lui, une ombre plus noire que la défaite. L'erreur d'Hitler avait ouvert la porte à un cauchemar qui allait geler le cœur du Reich. L'hiver qui grignote, retards à Moscou et le fardeau des blessés, octobre 1941, route boueuse menant à Moscou, à l'ouest de Vyazma, sous un ciel d'automne chargé de nuages noirs. La Rasputitsa, cette boue traîtresse des plaines russes, engloutissait les chenilles des Panzer III comme un monstre vivant, transformant chaque kilomètre en une lutte acharnée contre la terre elle-même. Le caporal Hans Müller, le corps endolori par les cicatrices de Kiev, s'accrochait à la poignée d'un Half-Track SD KFZ, le 151 qui patinait dans le bourbier, ses roues avant s'enfonçant jusqu'aux essieux dans une gadoue épaisse et collante. L'air était imprégné d'une humidité froide qui s'infiltrait dans les eaux, mêlée à l'odeur rance de la pourriture végétale et du fuel renversé. Autour de lui, les grenadiers de la 7e division Panzer, visages noircis par la crasse et les barbes naissantes, poussèrent le véhicule de leurs épaules, jurant en dialectes variés, tandis que la pluie fine fouettait leurs capotes Feldgrau trempées. Le sergent Nowak, son MP40 en bandoulière, crachait un glavio sanglant dans la boue. « Maudit soit ce cloaque ! Les ordres nous ont retardés d'1 mois pour ce maudit blé ukrainien. Moscou nous nargue à 200 kilomètres et on rampe comme des escargots, grogna-t-il, jetant un regard haineux vers l'horizon où les premières neiges effleuraient les collines comme un présage sinistre. Imaginez-vous là, les bottes engluées jusqu'aux chevilles, sentant la boue froide suinter entre vos orteils, le poids de votre sac à dos tirant sur vos épaules, tandis que le vent du nord porte les hurlements lointains des loups et le crépitement sporadique des tirs d'armes légères. L'armée groupe centre, affaiblie par la diversion vers Kiev, reprenait son souffle après la victoire pyrrhique. 600 000 soviétiques capturés. Mais à quel prix? Les 40 000 pertes du Reich à Kiev, des fantassins fauchés par les baïonnettes, des tankistes carbonisés dans leur Panzer IV, des artilleurs déchiquetés par les Katyusha pesaient comme un boulet sur les colonnes. Les hôpitaux de campagne, installés dans des granges réquisitionnées près de Smolensk, débordaient. Des chirurgiens épuisés amputaient à la chaîne sous des tentes éclairées par des lampes à pétrole, l'air saturé de l'odeur âcre du phénol et des cris étouffés des blessés atteints de gangrène. Les Kübelwagen, ces jeeps tout-terrain essentiels, peinaient à évacuer les mutilés vers l'arrière. Leurs phares perçant la nuit d'un faisceau pâle, souvent pris pour cible par les partisans qui minaient les routes avec des TM-41 improvisés. Au quartier général de Lokach, à Masta, en Lituanie, le feld-maréchal Fedor von Bock fixait la carte murale d'un œil hagard, ses doigts noueux traçant les lignes d'approvisionnement qui s'effilochaient comme des fils rompus. La décision d'Hitler, cette maudite dispersion vers le sud, avait coûté cher. Les divisions de Guderian, rappelées in extremis du front ukrainien, arrivaient épuisées, leurs moteurs Maybach surchauffés et leurs chenilles usées par les 800 kilomètres de marche forcée. Mes Panzers ne sont plus que des coquilles vides. Le carburant goûte à 20 litres par jour par véhicule. Les chevaux de trait crèvent par centaines et les camions Opel Blitz s'embourbent sans fin, rapportait Guderian par radio, sa voix rauque crachotant à travers les interférences. Bock hochait la tête, son uniforme froissé par des jours sans sommeil, tandis que son aide de camp versait une rasade de schnapps dans une tasse ébréchée. Dehors, le vent balayait les tentes,
portant les échos des téléscripteurs qui vomissaient des chiffres accablants. 200 000 blessés au total depuis Barbarossa, des munitions pour les MG-34 rationnées et des Messerschmitt Bf 109 cloués au sol par manque d'avions de transport, Ju-52 pour ravitailler les aérodromes avancés. Sur le front, près de Vyazma, la 4e armée panzer de Erich Höppner percutait les lignes renforcées du général Ivan Konev, un mur de béton et d'acier que Zhukov avait érigé dans l'urgence. Müller et son peloton, détachés pour une reconnaissance, avançaient à travers un bois de bouleaux squelettiques, leurs feuilles jaunies craquant sous les bottes. L'air vibrait du grondement distant des IL-2 Sturmovik soviétiques, ces avions de Frankenstein, aux canons de 37 mm qui pilonnaient les colonnes allemandes depuis les nuages bas. « À couvert !» hurla Nowak, alors qu'un obus de 121 mm s'abattait, soulevant un geyser de boue et d'éclats qui faucha 2 hommes du peloton, leurs corps projetés comme des poupées de chiffon. Müller rampa derrière un tronc pourri, le cœur cognant, sentant la terre humide collée à sa joue, barbouillée de camouflage, tandis que les PPSH-41 des tireurs d'élite russes zébraient l'air de rafales sifflantes. Un sniper, tapi dans les branches, abattit un grenadier d'une balle précise au front. Le sang chaud éclaboussa la tunique de Müller, qui riposta au jugé avec son carabineur 98K, le recul mordant son épaule blessée. Dans les cieux, la Luftwaffe, jadis invincible, luttait pour son souffle. Les Junker Ju-88 bombardiers, leurs moteurs jumeaux 211 rugissants, larguaient leur charge de 1000 kg sur les positions de Vyazma, mais les Yak-9 soviétiques, pilotés par des as comme Alexandre Pokrishkin, contre-attaquaient en essaim, abattant 3 appareils dans un balai mortel de traînées de fumée noire. Le major Walter Nowotny, avec ses 36 victoires, virait sec pour éviter une salve de 20 mm, sentant les G-Force comprimer sa poitrine dans le cockpit exigu imprégné d'odeurs de plastique brûlé. En bas, les T-34-76, ces blindés trapus aux tourelles inclinées, surgissaient des fossés camouflés, leurs chenilles broyant les barbelés tandis que leurs canons de 76 mm perçaient les flancs des Panzertra obsolètes. Les PaK 38 antichars allemands, avec leurs obus de 50 mm, peinaient à suivre. Il fallut des assauts désespérés des Sturmpionieren, grenades Mills à la main, pour créer des brèches dans les lignes ennemies. Au Wolfschanze, Hitler, pâle et agité, arpentait la salle de situation sous les yeux terrifiés de Keitel et Jodl. Avancez sur Moscou, taupe à 3 pinces, Höppner au nord, Guderian au sud et l'infanterie au centre. L'hiver, bah, nos soldats sont des teutons forgés dans le feu, lança-t-il, tapant du poing sur la table encombrée de rapports. Mais Halder, en aparté avec Brocic, murmurait « La Rasputitsa nous immobilise. Les divisions sont à 50% de leur effectif. Les 40 000 de Kiev n'étaient que le début. Sans renfort, Moscou deviendra un tombeau. » Hitler ignora, ordonnant l'opération Typhon, l'assaut final sur la capitale, malgré les avertissements. Imaginez-vous dans ce bunker aux murs humides, sentant la tension crépiter comme un orage, les généraux échangeant des regards, où la résignation le dispute à la peur. La bataille de Vyazma s'embrasa le 2 octobre, un chaos de feu et de boue qui engloutit les 2 armées. Les panzers de la 3e division motorisée encerclèrent 600 000 soviétiques, mais les contre-attaques de Zhukov, avec ses divisions sibériennes fraîches équipées de manteaux fourrés et de skis, mordirent les flancs allemands. Müller, survivant d'une nuit d'embuscade où les partisans avaient incendié un dépôt de munitions, une explosion qui illumina le ciel comme un faux jour, rampait vers un village en ruine, le souffle court. Les canons de 105 mm des Vespées autopropulsés tonnaient, mais les pertes s'accumulaient. 20 000 hommes du Reich déjà tombés dans cette seule poche, leurs corps gelés dans la boue naissante de neige. Les convois d'ambulances, surchargés, laissaient derrière eux des traînées de sang sur les routes défoncées, tandis que les premiers flocons tombaient, annonçant l'hiver russe.
Tandis que les combats s'apaisaient autour des cratères fumants de Vyazma, une rumeur glaçante filtrait par les ondes radio. Staline mobilisait 1 million de renforts, et la température chutait à 10 degrés. L'erreur d'Hitler, cette dispersion fatale, avait donné à l'ours soviétique le temps de se réveiller. Müller, blotti contre un mur effondré, fixait les premières étoiles à travers les nuages. Moscou était proche, mais le froid, ce tueur silencieux, tendait déjà ses griffes. Combien de sang encore avant que le gel ne brise le rêve du Reich? Novembre 1941. Faubourg, gelé de Moscou, à l'est de Klein, sous un manteau de neige impitoyable. Le froid mordait comme une lame aiguisée, s'infiltrant à travers les couches de vêtements et de fourrures improvisées, transformant le souffle en nuages blancs qui se dissipaient dans l'air glacial. Le caporal Hans Müller, les doigts engourdis, serrés autour de son carabineur 98K, rampait dans une tranchée improvisée, creusée dans la neige durcie, ses bottes de feutre, réquisitionnées à un paysan local, craquant sous le poids de la glace. L'odeur âcre de la poudre brûlée se mêlait à celle du bois humide, des feux de camp éteints, par le vent hurlant, tandis que les flocons tourbillonnaient en rafales, aveuglant les sentinelles de la 7e division Panzer. Le sergent Nowak, le visage bleuissé par le gel, crachait un juron étouffé, son MP40 gelé contre sa hanche. Ce maudit hiver nous bouffe vivants. Les moteurs des Half-Tracks SD et KFZ. Le 251 refuse de démarrer. On est cloué comme des statues de glace à 30 km de la Kremlin, murmura-t-il, ses dents claquant audiblement dans le silence oppressant, brisé seulement par le craquement distant des branches sous le poids de la neige et les gémissements des blessés entassés dans des abris de fortune. Imaginez-vous là, blotti contre la paroi gelée de la tranchée, sentant le froid remonter le long de vos jambes comme un poison lent, le poids de votre casque M35 alourdissant votre cou, tandis que le vent du nord-est porte les échos sinistres des loups et le sifflement des obus de 150 mm qui labourent les lignes allemandes. L'opération Typhon, cet assaut final ordonné par Hitler pour saisir Moscou avant l'hiver, s'était mué en un cauchemar blanc. Les divisions du groupe Centre, épuisées par les détours de Kiev et Vyazma, avançaient au prix du sang et du gel. Les 40 000 pertes de l'été n'étaient qu'un prélude. Maintenant, le froid réclamait son tribut, gelant les orteils dans les bottes non isolées, transformant les plaies en gangrène noire. Les chevaux de trait, squelettiques sous leurs harnais, s'effondraient par centaines, leurs carcasses raidies servant de barricades contre les tempêtes de neige. Les camions Opel Blitz, immobilisés par le gel, laissaient les munitions pour les MG-34 et les PAC 40 s'empiler inutilement, tandis que les rationnements de pain noir et de café ersatz affaiblissaient les hommes jusqu'à l'os. Au quartier général de l'OKH, relogé dans un château en ruine près d'Orscha, le feldmaréchal Fedor von Bock fixait la carte couverte de givre d'un regard fiévreux, ses gants de cuir craquelaient par le froid. Les téléscripteurs crachotaient des rapports désespérés. La 4e armée Panzer de Hauptner progresse de 5 km par jour au mieux. Les T-34 soviétiques, équipés de chenilles larges pour la neige, contre-attaquent sans relâche. Guderian, convoqué par radio depuis son PC avancé, tenait dans les terres « Mon Führer doit comprendre, sans renfort, nous gelons sur place. » Rappelez les divisions du Nord et du Sud. Mais au Wolfschanz, Hitler, emmitouflé dans un manteau doublé de fourrure, balayait les objections d'un geste rageur. « Avancez, le moral est tout. Envoyez les Waffen-SS pour briser les lignes. Moscou tombera, et Staline fuira comme un rat, lança-t-il à Keitel et Jodl lors d'une conférence nocturne, l'air du bunker saturé de la fumée de ses cigarettes et de la tension palpable. Halder, les traits tirés, murmura en aparté à Brauchitsch. « Nous avons perdu 100 000 hommes depuis octobre, dont 20 000 au gel seul. Les hôpitaux débordent. Les chirurgiens opèrent sans anesthésie, amputant des membres noircis à la scie rouillée. Pourtant, le Führer, obsédé par sa vision, ordonna une poussée finale. 3 pinces pour encercler la capitale, ignorant les tempêtes qui isolaient les unités. Sur le front,
Près de Klin, la 3e division motorisée d'infanterie percutait les défenses de Joukov, un rempart de neige et de béton érigé autour de Moscou. Müller et son peloton, détachés pour un assaut nocturne, chargeaient à travers un no man's land, balayé par le blizzard, leurs baïonnettes fixées, luisant faiblement sous la lune voilée. L'air vibrait du hurlement des Ju-87 Stuka, mais la Luftwaffe, clouée au sol par le gel et les Yak-9 embusqués, ne pouvait plus couvrir les fantassins. « Pour le Reich, avancez !» hurla Nowak, sa voix se perdant dans le vent, tandis qu'un mur de feu s'ouvrait. Les canons de 76 mm des T-34 crachèrent des flammes oranges, fauchant les premiers rangs dans une gerbe de neige sanglante. Müller trébucha sur un corps gelé. Un camarade de Vyazma, les yeux vitreux figés dans la mort, et riposta d'une rafale de son carabineur, le recul engourdissant son épaule. Une mine anti-char TM-41 explosa à proximité, projetant des éclats qui lacérèrent la jambe de Nowak. Le sergent s'effondra en hurlant, le sang gelant instantanément sur la neige. Les PPSH-41 des sous-officiers soviétiques, nichés dans des bunkers camouflés de blanc, zébraient la nuit de balles traçantes, transformant l'assaut en un abattoir blanc. Dans les cieux, quand le temps le permettait, les Messerschmitt Bf-109 de la JG-51 engageaient les Mi-G3 en dogfight furieux, leurs moteurs gelés tout sautant dans le froid à 20 degrés. Le lieutenant Otto Kittel, avec ses 20 victoires fraîches, virait pour éviter une salve de 12,7 mm, sentant le givre craqueler sa verrière, tandis que l'odeur de glycol brûlé emplissait le cockpit. En bas, les divisions sibériennes de Joukov, entraînées au grand froid avec leurs manteaux de mouton et leurs mitrailleuses DP-28 dégelées par des braseros, contre-attaquaient avec une férocité animale. Les IL-2 Sturmovik, blindés contre le gel, pilonnaient les positions allemandes, leurs roquettes RS-82, semant la panique parmi les half-track immobilisés. Müller, rampant vers un abri, vit un Panzer IV s'enliser dans une ravine, son équipage abandonnant le véhicule pour être fauché par une rafale de Maxim MG. Les grenades à main RGD-33 volaient comme des oiseaux de mort, et l'air résonnait des cris en russe. « Hurrah ! Pour la patrie !» Au Wolfschanz, les rapports affluaient. Pertes, 15 000 en une semaine, dont 5 000 gelés ou malades. Les lignes s'effritent. Hitler, pâle et agité, refusait de reculer. Renforcé avec la 2e division SS Das Reich, pas de retraite, ordonna-t-il, ignorant les télégrammes de Bock. Mes hommes meurent de froid avant le combat. Les 40 000 de l'été pâlissent face à ce massacre hivernal. Imaginez-vous, dans cette salle aux murs couverts de givre, sentant le désespoir suinter comme une plaie ouverte, les officiers échangeant des murmures de mutinerie naissante. La bataille de Klin culmina le 15 novembre. Un tourbillon de neige et de sang qui coûta 10 000 vies au Reich en 3 jours. Les Soviétiques, sous le commandement de Rokossovski, percèrent les flancs, forçant une retraite chaotique. Müller, portant Nowak sur son dos à travers le blizzard, trébucha dans une congère, le sang du sergent tachant la neige d'un rouge vif qui gelait en cristaux. Les canons de 80 mm des Flak 36, repositionnés en anti-char, tonnaient vainement, mais les renforts sibériens affluaient, skis aux pieds, encerclant les poches allemandes. Les ambulances, Kübelwagen, pneus lisses sur la glace, dérapaient dans des fosses, laissant les blessés à la merci du froid. 40 000 soldats du Reich, cumulés depuis la dispersion, gisaient maintenant dans ce tombeau blanc, leur rêve de victoire gelé dans la boue durcie. Tandis que la nuit enveloppait les ruines gelées de Klin, une lueur sinistre filtrait de l'Est. Les phares des camions soviétiques, et avec eux, la contre-offensive de Joukov. L'erreur d'Hitler avait ouvert les vannes. Le gel n'était que le début du déluge qui allait noyer le Reich. Combien de cœurs encore avant que Moscou ne devienne un mirage insurmontable? La contre-offensive de l'ours, défaite hivernale et le coup ultime du Reich. Décembre 1941, plaine enneigée à l'ouest de Moscou, près de Istra, enveloppée d'un blizzard impitoyable.
Le hurlement du vent sibérien lacérait l'air comme des éclats de shrapnel, charriant des flocons acérés qui fouettaient les visages exposés et s'infiltraient sous les cols des capotes feldgros raidis par le givre. Le caporal Hans Müller, le corps tremblant de fièvre et de froid, s'accroupissait dans un cratère gelé, son carabineur 98K à moitié enfoui sous une couche de neige qui collait à ses gants troués. L'odeur piquante de la cordite se mêlait à celle du sang gelé et de la sueur rance des hommes entassés dans des abris de fortune, des tranchées peu profondes creusées à la baïonnette dans la terre durcie. Autour de lui, les survivants de la 7e division Panzer, ombre spectrale aux yeux creux, se serraient les uns contre les autres, leur souffle haletant formant des nuages éphémères dans l'obscurité. Le sergent Novak, la jambe amputée à mi-cuisse par un chirurgien de campagne, gisait pâle contre une paroi de neige, son MP40 inutile à ses côtés. « C'est la fin, Müller. Zhukov nous broie comme du verre », murmura-t-il d'une voix rauque, entrecoupée de toux qui crachait du sang sur la glace. « Imaginez-vous là, recroquevillé dans ce trou glacé, sentant le froid s'emparer de vos membres comme une étreinte mortelle, le poids de votre casque M35 alourdissant votre tête, tandis que le lointain grondement des T-34 soviétiques, ces monstres aux chenilles élargies pour la neige, fait vibrer le sol sous vous. L'opération Typhon, ce pari fou d'Hitler pour conquérir Moscou avant l'hiver, s'était effondré sous le poids de la Rasputitsa et du gel. Les Panzer IV, moteurs figés par le froid à 30 degrés, gisaient abandonnés comme des carcasses rouillées, leurs tourelles immobiles pointant vers un ciel impénétrable. Les 40 000 soldats perdus depuis la dispersion, ces fantassins fauchés à Kiev, gelés à Vyazma, carbonisés à Klin, n'étaient que le prélude à un massacre plus vaste. Les lignes allemandes, étirées sur 1200 km, craquaient sous la pression. Les divisions sibériennes de Zhukov, fraîches et impitoyables, avaient lancé leur contre-offensive le 5 décembre, un raz-de-marée de fer et de fureur qui repoussait le groupe centre comme une vague hivernale. Au quartier général de l'OKH, évacué en hâte vers Smolensk sous une tempête de neige, le feldmaréchal Fedor von Bock serrait les poings sur une carte craquelée par le froid. Ses officiers, entassés autour d'une table éclairée par une unique lampe à huile vacillante. Les téléscripteurs, engourdis par le gel, crachotaient des messages fragmentés. La 4e armée Panzer de Hoepner en retraite, 10 000 prisonniers perdus près de Istra. Guderian signale « Mes blindés sont à bout. Et renforts urgents !» Bock, le visage buriné par l'échec, aboyait des ordres dans le combiné radio, sa voix se perdant dans les parasites. « Tenez la ligne à tout prix. Utilisez les Flak 36 en appui anti-char. » Mais au fond de lui, il savait, la décision d'Hitler, cette fatale dispersion vers Kiev et Leningrad, avait donné à Staline le temps précieux de mobiliser. Les renforts de l'Oural affluaient par train blindé, leurs canons de 122 mm à 19 tonnant depuis des positions camouflées dans les forêts enneigées, tandis que les Half-Tracks SD-KFZ, 251 Allemands, pneus lisses sur la glace, dérapaient dans des embuscades tendues par les partisans armés de fusils PTRD anti-chars. Dehors, le blizzard masquait les mouvements, mais les échos des combats filtraient comme des spectres. Le vrombissement des IL-2 Sturmovik, ces tankbusters soviétiques aux ailes bardées de roquettes RS-132 qui piquaient à travers les nuages pour mitrailler les convois en retraite. Le lieutenant Otto Kittel, son Bf-109 cloué au sol par un moteur gelé, observait depuis un bunker improvisé comment les Yak-9 dominaient les cieux, leurs pilotes, des as comme Pokrychkin avec plus de 50 victoires, semant la mort parmi les Ju-52 de ravitaillement qui s'écrasaient en boules de feu. En bas, près d'Istra, Müller et son peloton résiduel, une dizaine d'hommes épuisés, tenaient une position précaire sur une colline boisée, leur MG-34 crachotant des rafales sporadiques contre les vagues d'infanterie soviétique. Les assaillants, emmitouflés dans des manteaux blancs, avançaient ski aux pieds, leur PPSH-41 hurlant en rafales de 71 cartouches qui fauchaient les sentinelles comme de l'herbe. « Feu! Couvrez le flanc gauche !»
cria Müller, sa voix se brisant dans le vent, tandis qu'un obus de mortier 120 mm BM38 s'abattait, projetant une gerbe de neige et d'éclats qui lacéra le torse d'un grenadier à ses côtés. Le sang jaillit en un arc chaud, gelant instantanément en cristaux rouges sur la blancheur immaculée. Au Wolfschanz, le bunker fortifié en Prusse orientale, l'atmosphère était un mélange de fureur et de désespoir, l'air lourd de la fumée des cigares et du bourdonnement fiévreux des aides de camp. Adolf Hitler, pâle et agité, arpentait la salle de conférence aux murs tapissés de cartes jaunies, son bâton claquant sur le sol de béton. « Retraite ? Jamais ! Contre-attaquer avec tout ce qui reste, la division Grossdeutschland, les SS Totenkopf, Moscou est à nous !» hurla-t-il à un cercle d'officiers figés, dont Keitel hochait la tête mécaniquement et Jodl ajustait son monocle d'un geste nerveux. Mais Franz Halder, le chef d'état-major, osa enfin. « Mon Führer, c'est impossible. Nous avons perdu 200 000 hommes depuis Barbarossa, dont 40 000, rien qu'à cause de cette dispersion suicidaire. Les lignes sont brisées, Zhukov nous encercle. » Hitler, les yeux injectés de rage, balaya l'air d'un geste. « Traître! L'hiver n'est qu'une épreuve. Envoyez les renforts d'Allemagne. 300 000 hommes frais. » Pourtant, en aparté, Halder murmura à Brauchitsch. « C'est fini. L'erreur de diviser le centre a saigné le Reich blanc. Staline a gagné du temps pour son miracle hivernal. » Imaginez-vous dans ce réduit souterrain, sentant la panique suintée des murs humides, les généraux échangeant des regards où la loyauté vacille comme une flamme dans le vent. Sur le front, la contre-offensive de Zhukov s'intensifia le 10 décembre, un marteau soviétique qui pulvérisa les flancs allemands près de Tula et Kalinin. Les T-34-85 prototypes, avec leurs canons renforcés, perçaient les lignes comme du beurre, tandis que les divisions de cavalerie de Leliouchenko chargeaient dans la neige, sabres et mousquetons au clair. Müller, le dernier de son peloton debout, rampait à travers un champ miné, évitant les TM-41 enterrés sous la glace, quand une salve de Katyusha illumina la nuit. Des orgues de Staline qui semaient la terreur, leurs obus de 130 mm transformant les positions en cratères fumants. Nowak, agonisant, agrippa son bras. « Dis à ma femme que j'ai tenu. » Puis il s'effondra, les yeux vitreux. Les ambulances Kübelwagen, rares et surchargées, ne pouvaient plus suivre. Les blessés gisaient par milliers, gelés vivants dans leurs uniformes inadaptés, leurs cris se perdant dans le blizzard. Les canons de 88 mm, repositionnés en urgence, tonnaient en vain contre les vagues infinies. Mais les pertes montaient, 20 000 en une semaine, portant le total des 40 000 fatidiques à un océan de sang. Le 16 décembre, von Bock fut relevé de son commandement, remplacé par un Walter von Brauchitsch brisé. Les Allemands reculèrent sur 250 km, abandonnant des tonnes d'équipements. 1000 tanks, 4000 canons, des stocks de munitions pour les PAC 40. Müller, évacué sur un traîneau improvisé tiré par des chevaux moribunds, fixait l'horizon où Moscou luisait comme un défi insurmontable. Les villages russes, libérés, acclamaient les libérateurs, mais pour le Reich, c'était la fin d'un rêve. Barbarossa, brisé par l'hiver et l'arrogance d'un homme. Hitler, isolé dans son bunker, fulminait contre le destin, ignorant que cette erreur, la dispersion qui avait coûté 40 000 vies, avait allumé la mèche d'une guerre totale. Un gouffre qui engloutirait des millions avant la capitulation finale. Tandis que la neige recouvrait les tombes anonymes des plaines moscovites, une vérité amère s'imposait. L'ours soviétique, éveillé par le sang, n'oublierait pas. Le Reich saignait, et l'hiver n'était que le premier glas d'une chute inéluctable.